Dans le monde du spectacle français, où les projecteurs s'allument souvent sur des talents émergents, l'histoire de Loi Boisson émerge comme un chapitre inattendu, mêlant ambition artistique et quête d'authenticité personnelle. Née en 2001 dans une petite ville du sud de la France, cette jeune femme de 24 ans a conquis les écrans avec une présence magnétique, révélant un jeu d'actrice qui transcende les rôles stéréotypés. Son passage dans la série Mortelle, où elle incarne un personnage tourmenté par des forces invisibles, a propulsé sa carrière vers des sommets inattendus, la transformant en icône pour une génération en quête de représentation nuancée. Pourtant, au-delà des applaudissements et des critiques élogieuses, des murmures ont circulé pendant des mois, des rumeurs insistantes sur une relation amoureuse qui défie les conventions. Ces spéculations, nées dans les couloirs des festivals et amplifiées par les réseaux sociaux, ont longtemps été balayées d'un revers de main par son entourage. Aujourd'hui, dans une interview exclusive accordée à notre rédaction, Loi Boisson choisit de lever le voile. Ce récit, tissé de souvenirs intimes et de réflexions profondes, nous plonge au cœur de son parcours, depuis les premières lueurs de sa vocation jusqu'à ce moment décisif où la vérité personnelle prime sur le silence imposé. C'est une exploration minutieuse de la femme derrière l'écran, où chaque étape révèle les tensions entre vie publique et sphère privée, menant inexorablement vers une révélation qui pourrait redéfinir les contours de sa célébrité. Louise Boisson voit le jour un matin d'automne 2001, dans une maison modeste nichée au creux des collines provençales, où l'air embaume le thym et le romarin. Ses parents, enseignants passionnés par les lettres et les arts, cultivent en elle dès le berceau un amour pour les histoires contées. Les soirées familiales résonnent de lectures à voix haute, des contes de Perrault aux drames de Molière, passant par les poèmes de Baudelaire, qui, dit-elle, éveillaient en moi une soif de mondes invisibles. À 5 ans déjà, elle improvise des scénettes avec des coussins pour public, incarnant tour à tour la princesse rebelle ou le fantôme espiègle. Ces jeux d'enfants ne sont pas de simples distractions. Ils forgent une sensibilité précoce, une capacité à glisser dans la peau d'autrui comme on enfile un manteau trop grand. L'adolescence marque un tournant décisif. À 13 ans, inscrite dans un conservatoire théâtral local, Loi découvre les feux de la scène. Ses professeurs se souviennent d'une élève intense, presque fiévreuse, dont les interprétations des classiques grecs, Antigone en particulier, trahissent une maturité déconcertante. Elle ne jouait pas, elle habitait le rôle, confie l'un d'eux lors d'une conversation informelle. Pourtant, cette passion naissante se heurte à des réalités prosaïques. Les auditions parisiennes sont rares pour une provinciale, et les finances familiales limitent en les voyages. Loi passe des week-ends entiers à répéter seule devant un miroir fêlé, mémorisant des monologues jusqu'à l'épuisement. C'est dans ces moments de solitude que germe en elle une résilience farouche, une conviction que le talent, pour s'épanouir, doit parfois creuser son propre chemin à travers la pierre. À 17 ans, un premier rôle mineur dans un court-métrage indépendant lui offre une bouffée d'air. Tourné dans les ruelles étroites d'Avignon, ce film explore les fractures générationnelles d'une famille immigrée. Loi y incarne une adolescente en quête d'identité, un personnage qui fait écho à ses propres interrogations sur le genre et l'appartenance. Le court-métrage remporte un prix au Festival de Clermont-Ferrand, et avec lui arrive la première vague d'attention médiatique. Des agents parisiens la contactent, promettant des portes ouvertes. Mais Loi, prudente,
choisit ses pas avec soin. Je ne voulais pas me précipiter dans un monde qui dévore ses enfants, explique-t-elle aujourd'hui, le regard lointain. Cette période d'incertitude forge son éthique professionnelle. Une exigence absolue envers elle-même, alliée à une discrétion instinctive sur sa vie hors plateau. La transition vers le cinéma et la télévision s'opère progressivement. Des apparitions fugaces dans des séries policières la font connaître d'un public plus large. Mais c'est Mortel qui scelle son ascension. Diffusée sur une plateforme de streaming en 2019, la série mêle fantastique urbain et drame adolescent dans un Paris occulte où des pactes surnaturels lient les protagonistes. Loise y prête ses traits à Sophia, une lycéenne dotée de pouvoirs télépathiques, dont l'arc narratif explore les tourments de l'identité sexuelle et les ombres de la marginalité. Son interprétation, saluée pour sa vulnérabilité brute, lui vaut une nomination au César de la Révélation. Soudain, les invitations affluent. Plateau télé, shooting photo, entretiens avec des magazines culturels. À 20 ans à peine, Loi Boisson n'est plus une inconnue. Elle est une voix émergente, un symbole pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ses silences éloquents. Pourtant, cette gloire naissante porte en elle les germes de l'intrusion. Les photographes guettent ses sorties, les forums en ligne dissèquent ses tenues, et bientôt des questions plus intimes perçant la surface. Qui est cette jeune femme, aux yeux perçants, dont le sourire semble toujours réserver une part d'ombre? Les origines de Loi Boisson, ancrées dans une enfance nourrie de récits et de rêves, posent les fondations d'une carrière qui, dès ses débuts, flirte avec les frontières du personnel et du public. En traçant ses premiers traits de son portrait, on devine déjà les contours d'une artiste qui, pour briller, devra un jour confronter les reflets que le monde lui renvoie. L'année 2019 marque un séisme dans la trajectoire de Loi Boisson, alors qu'elle enchaîne les castings épuisants à Paris. Des heures d'attente, dans des salles aux murs jaunis, entrecoupées de refus polis. Un appel inattendu change la donne. Les créateurs de Mortel, une série audacieuse, imaginée par un duo de réalisateurs influencés par le polar nordique et le folklore vaudou, cherchent une actrice capable d'incarner la complexité d'une héroïne adolescente. Loise auditionne dans un loft reconverti en studio, récitant d'un extrait où Sophia, son futur personnage, confronte un ami à une trahison surnaturelle. Il y avait une urgence dans sa voix, une façon de faire vibrer les silences, se remémore le directeur de casting. Sélectionnée après 3 callbacks, elle signe pour 6 épisodes, ignorant encore que ce rôle la propulsera au rang de révélation nationale. Le tournage de Mortel s'avère une immersion totale. Situé dans un Paris méconnu, les banlieues grises du Nord-Est, les catacombes oubliées sous la capitale, la production recrute une équipe jeune et pluridisciplinaire. Loi, âgée de 18 ans lors du premier clap, partage l'affiche avec des acteurs confirmés qui deviennent vite des mentors. Les journées s'étirent jusqu'à l'aube. Répétition sous la pluie battante pour une scène de rituel vaudou, nuit blanche, à mémoriser des dialogues en argot hybride. C'était comme plonger dans un bain froid, revigorant mais terrifiant, décrit-elle avec un sourire teinté d'ironie. Son personnage, Sophia, n'est pas une simple sidekick. Elle essaie le cœur pulsant de l'intrigue, une jeune femme dont les visions psychiques révèlent que les failles morales de ses pairs. Loi infuse dans le rôle une couche autobiographique subtile, des doutes sur l'acceptation de soi, héritée de ses années au conservatoire,
où les normes de genre pesaient lourd sur les choix de distribution. La diffusion, en octobre 2019, provoque un raz-de-marée. Mortel cumule des millions de vues en quelques semaines, loué pour son mélange osé de genres et sa représentation inclusive. Les critiques s'attardent sur la performance de Loi. Boisson apporte une fragilité magnétique à Sophia, transformant une figure archétypale en portrait nuancé d'une génération en crise. Écrit un quotidien culturel influent. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des threads analysent ses regards en coin. Des fanarts la dépeignent en sorcière moderne. À 20 ans, Loi se retrouve sous le feu des projecteurs. Invitation à des avant-premières. Partenariat avec des marques éthiques. Une couverture dans un magazine féminin qui la couronne l'anti-héroïne de l'année. Ce succès fulgurant lui ouvre des portes. Un rôle secondaire dans un film d'auteur sur la mémoire collective. Une campagne pour une maison de couture engagée dans la visibilité LGBTQ+. Mais ce tremplin porte aussi son ombre. La célébrité, si elle amplifie la voix de Louis, commence à éroder les barrières qu'elle avait patiemment érigées autour de sa vie privée. Lors d'une promotion à Cannes, un journaliste maladroit l'interroge sur ses influences amoureuses pour Sophia, ignorant que le personnage flirte avec une ambiguïté sexuelle. Loi s'esquive avec grâce, mais l'incident sème le doute. Jusqu'où peut-elle protéger son jardin secret? Mortel n'est pas qu'un tremplin professionnel. Il devient un miroir déformant, où les lignes entre fiction et réalité s'estompent. Sophia, avec ses amours inavoués et ses luttes intimes, fait écho à des rumeurs naissantes sur Loi elle-même. Des photos floues circulent. Une silhouette androgyne à ses côtés lors d'une after-party. Un like discret sur un post militant. Ces indices fugaces, amplifiés par des forums anonymes, posent les jalons d'une curiosité vorace. Au fil des saisons suivantes, Loas affine son art. La deuxième vague d'épisodes approfondit l'arc de Sophia, explorant des thèmes de résilience queer dans un monde hostile. Loi, impliquée dans l'écriture de certains dialogues, insuffle une authenticité qui frôle l'exutoire. Jouer Sophia, c'était comme dialoguer avec une partie de moi que je n'osais pas encore nommer, avoue-t-elle dans un rare moment de vulnérabilité. Le succès international de la série, traduite en 10 langues, binge-watchée par des adolescents du monde entier, consolide sa stature. Des offres affluent, un lead dans une mini-série sur l'écoféminisme, des lectures théâtrales à Avignon. Pourtant, sous cette effervescence, une tension couve. Les rumeurs autrefois anodines se mutent en un bourdonnement constant. Des tabloïds spéculent que sur une relation secrète avec une consoeur. Des influenceurs dissectent ses stories Instagram pour y traquer des codes cachés. Loi stoïque maintient le cap. Le rôle m'appartient, pas les projections des autres, déclare-t-elle lors d'une table ronde sur la représentation. Mortel aura été son catapultage, mais aussi le premier craquement dans la façade impeccable qu'elle avait construite. En narrant cette phase pivot, on perçoit comment un rôle libérateur peut, paradoxalement, inviter l'intrusion, préparant le terrain à des révélations plus personnelles. À mesure que la popularité de Loi Boisson s'élargit, un phénomène parallèle émerge. L'essor d'une rumeur persistante, tissée de fragments épars et de suppositions hasardeuses. Tout commence par une photo volée, publiée sur un compte Twitter anonyme en 2021. On y voit Loas, casquette enfoncée sur le front, marchant main dans la main, avec une femme aux traits flous dans les rues de Montmartre. La légende laconique.
Notre Sophia a trouvé son happy end. Le post, retweeté des milliards de fois, enflamme les communautés en ligne. Des analyses pseudo-forensiques fleurissent. L'allure athlétique de la compagne inconnue, les regards complices échangés, les tenues assorties en ton pasté. Bientôt des noms circulent, une musicienne indie vue aux mêmes soirées, une activiste queer interviewée sur la même plateforme. Lois, alors en pleine préparation d'un nouveau projet, choisit le silence radio, effaçant simplement le post incriminé de ses favoris. Cette discrétion, loin d'étouffer les spéculations, les nourrit. Les media people, sentant le scoop, multipliant les articles sensationnalistes. Un magazine dominical titre « Loi Boisson, l'amour caché derrière le masque ». L'article, truffé de témoignages anonymes, une amie proche, évoquant des dîners intimes, un membre de l'équipe, jurant avoir surpris des câlins volés, dessine le portrait d'une romance clandestine. Loi, contactée pour réaction, répond par un communiqué laconique. Ma vie privée reste hors champ. Mais le mal est fait. Sur TikTok, des duos viraux superposent des clips de mortels à des mèmes sur l'outing forcé, tandis que des podcasts féministes débattent de l'éthique de ces intrusions. C'est le prix de la visibilité, philosophe une chroniqueuse radio, soulignant comment les actrices queer, historiques ou contemporaines, ont souvent payé de leur intimité le droit d'exister publiquement. Louis traverse cette tempête avec une dignité qui force l'admiration. Lors d'une masterclass à la Cinémathèque française, elle aborde le sujet de biais, sans le nommer. Dans notre métier, on nous vend comme des produits, on oublie que derrière l'image, il y a une chair qui saigne. Ses pairs solidaires prennent la parole. Une réalisatrice avec qui elle a collaboré évoque la violence douce de ces ragots, qui transforment une femme en énigme à résoudre. Pourtant, en privé, l'impact se fait sentir. Des nuits blanches à relire des commentaires acerbes, des appels à sa manageuse pour vérifier si un paparazzi rôde. Loi confie à une amie proche, dans un café isolé du Marais, que ces murmures rongent comme une moisissure, rendant chaque sortie un exercice de paranoïa. Elle intensifie ses entraînements vocaux, canalise l'anxiété dans des rôles plus sombres, une victime de harcèlement numérique dans un téléfilm, transformant la douleur en matériau narratif. Les rumeurs évoluent, s'enrichissant de détails invraisemblables. Une prétendue lettre d'amour fuitée, un voyage supposé à Lisbonne pour fuir les flashs. Les réseaux amplifient toutoun. Un emoji cœur arc-en-ciel sous un post sur la Pride devient prouvé irréfutable. Loi qui suit discrètement ces débats oscille entre amusement et exaspération. C'est fascinant, cette soif collective de vérité sur les autres, note-t-elle dans un journal intime qu'elle tiendra sporadiquement. Mais la pression monte. En 2023, lors d'une remise de prix où elle est nominée pour un rôle secondaire dans un drame familial, un animateur vedette lance une pique. Et Sophia, elle a trouvé sa lie dans la vraie vie. La salle rit nerveusement. Loi figée un instant, riposte d'un sourire. Sophia est fiction, moi je suis en construction. L'échange fait le buzz, divisant l'opinion, certains y voient du courage, d'autres une esquive calculée. Cette ère des ombres marque un basculement intérieur pour Loi. Les murmures, initialement anodins, deviennent un filtre déformant sur sa carrière. Des directeurs de casting hésitent, craignant les controverses. Des sponsors conditionnent des partenariats à une image clean. Elle se rapproche alors d'un cercle restreint. Des artistes engagés,
des thérapeutes spécialisés dans le burn-out médiatique. J'ai appris à trier ce qui nourrit contre ce qui parasite, explique-t-elle rétrospectivement. Les rumeurs, en érodant sa bulle protectrice, forcent une introspection. Elle souligne les paradoxes de sa génération. Ultra connectée, avide d'intimité, championne de l'inclusion, mais cible d'un voyeurisme latent. En cartographiant ces turbulences, on discerne comment Loi Boisson, de victime passive, devient architecte de son récit. Les ombres des murmures ne sont pas une fin, mais un prélude à une lumière plus assumée, où le silence cède la place à une parole libératrice. Au printemps 2022, alors que les tournages de la saison suivante de Mortel battent leur plein dans un hangar désaffecté de Pantin, Loi Boisson croise pour la première fois le regard qui bouleversera son univers. C'est que lors d'une pause syndicale, imposée par une grève des intermittents, que l'équipe se disperse dans un bar éphémère installé sur le plateau. L'air vibre d'une énergie électrique, mélange de fatigue accumulée et de camaraderie forgée dans l'urgence. Loi, encore imprégnée du rôle de Sophia, cheveux en bataille, traces de maquillage surnaturel sur les joues, commande un thé vert pour apaiser sa voix éraillée. C'est là, au comptoir improvisé, qu'elle la voit, une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux courts, teints en bleu nuit, un carnet de croquis à la main. Elle dessine les visages fatigués des techniciens, capturant en quelques traits l'essence d'un chaos créatif. La conversation s'engage sans effort, comme si les mots avaient été attendus depuis longtemps. Votre esquisse de la régisseuse, c'est saisissant. On dirait que vous avez vu au-delà de la peau, lance Lois, curieuse. L'autre, prénommée Camille, graphiste freelance pour des clips musicaux underground, lève les yeux avec un sourire en coin. C'est le privilège des observatrices. On voit ce que les acteurs masquent. Elle parle pendant des heures, passant des anecdotes sur les nuits blanches de production aux réflexions sur l'art comme refuge. Camille évoque son parcours. Diplômée des Beaux-Arts de Marseille, installée à Paris depuis 5 ans, elle navigue entre commandes pour des labels indés et expositions éphémères dans des squats du 19e. Loi captivée, partage ses doutes post-mortels, la peur de se figer en la fille de la série fantastique, l'envie de rôle qui gratte que les abysses humains. Cette rencontre n'est pas un coup de foudre cinématographique, mais une étincelle lente qui s'embrase au fil des semaines. Camille devient une présence régulière sur le plateau. Invitée pour redesigner les affiches promotionnelles, elle traîne ses crayons dans les coins, esquissant des portraits volés de Loi en pleine répétition. Ces lignes avaient une tendresse qui désarmait, se souvient Loi, les yeux brillants. Elles se retrouvent après les prises, promenade le long du canal de l'Ourcq, où Camille raconte ses voyages en Asie du Sud-Est, inspirés par des street artistes thaïlandais, dîners frugaux dans l'atelier de Camille, meublés de toiles inachevées et de vinyles rayés. Loi découvre en elle une liberté qu'elle envie. Camille, ouvertement lesbienne depuis l'adolescence, a milité dans des collectifs queer à Marseille, participé à des happenings artistiques contre l'homophobie institutionnelle. Elle vivait sans phare, et ça m'effrayait autant que ça m'attirait, confie Loi. Leur relation s'approfondit lors d'un week-end impromptu à Deauville, financé par un cachet mineur de Loi pour une pub éco-responsable. La mer normande, grise et tumultueuse, cadre parfait pour des confessions murmurées sur la plage. Camille avoue ses peurs. Une rupture récente avec une partenaire toxique qui l'a laissée avec des cicatrices d'insécurité. Loise, à son tour, ouvre une brèche. Ses questionnements adolescents
sur l'attirance pour les filles, étouffée par la peur du rejet familial et professionnel. J'ai toujours su, au fond, mais j'ai rangé ça dans une boîte fermée à double tour, dit-elle, la voix chevrotante. Camille l'écoute sans juger, traçant du doigt des motifs dans le sable humide. Ce voyage marque le passage à l'intime. Un premier baiser sous un ciel d'orage, salé par les embruns qui scellent une intimité naissante. De retour à Paris, leur quotidien s'entrelace avec douceur. Loi entre deux castings s'échappe dans l'atelier de Camille pour des après-midi de silence complice. Loi relit des scénarios sur un canapé usé, tandis que Camille compose des moodboards pour une expo solo. Elles explorent la ville comme des espionnes. Marché bio du matin, projection, underground, au forum des Halles, nuit dans des bars à cocktails sans néon criard. Camille introduit l'Oise à son cercle. Des poètes slameurs, des performeuses trans, un réseau tissé de soutien mutuel où l'amour n'est pas un tabou, mais une évidence. Avec elle, j'ai appris que l'amour pouvait être un acte politique, sans être une déclaration de guerre. Analyse Loi, pesant chaque mot comme un joyau. Pourtant, cette idylle n'échappe pas aux regards extérieurs. Une photo floue, prise lors d'une expo à Belleville, refait surface sur les réseaux. Loise et Camille, épaule contre épaule, riant devant une installation lumineuse. Les commentaires affluent. C'est officiel, Sophia a sa muse. Loi sent la panique monter, mais Camille, pragmatique, la tempère. Laisse-les spéculer, notre vérité n'est pas à eux. Elles instaurent des rituels protecteurs. Téléphonum en mode avion, pendant les dîners, escapades en train vers des villages perdus en Bourgogne. Camille, avec son humour caustique, dessine des caricatures de paparazzi imaginaires pour désamorcer les tensions. Leur complicité s'épanouit dans ces détails. Playlist partagée de Björk et Arca, cuisson ratée de tartes aux pommes qui finissent en rire, massage aux huiles essentielles après des journées éreintantes. Au fil des mois, cette relation métamorphose Loi. Elle infuse une assurance nouvelle dans ses auditions. Un rôle de femme bisexuelle dans un drame intimiste, où elle puise dans leurs échanges pour nuancer l'ambiguïté émotionnelle. Camille, de son côté, trouve en Loise une muse réciproque. Des portraits au fusain qui capturent sa vulnérabilité, exposés anonymement dans une galerie du 11e. Elle m'a appris à aimer sans armure, résume Loi. Mais les ombres persistent. Des appels anonymes à l'agent de Loi, des articles voilés qui insinuent une liaison torride avec une artiste bohème. La rencontre avec Camille n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est un catalyseur qui force Loi à interroger le coût de l'authenticité dans un milieu où les secrets sont monnaie sourante. En disséquant ses premiers pas à deux, on saisit comment un amour naissant peut devenir le fil rouge d'une existence publique, tissant des liens indéfectibles au milieu du tumulte. L'été 2023 marque l'apogée d'une double vie que Loi Boisson et Camille mènent avec une précision chirurgicale. De l'extérieur, Loi est l'actrice en pleine ascension. Une saison triomphale de Mortel diffusée à l'international, des panneaux publicitaires la montrent dans une fragrance sensuelle, des interviews où elle évoque avec éloquence les défis de la création. Mais derrière ce vernis, leur relation se déploie dans un cocon précaire, rythmé par des rendez-vous codés et des itinéraires sinueux. Elles optent pour un appartement discret dans le 20e arrondissement. Un 2 pièces aux murs couverts de croquis et de scribes annotés,
où les rideaux tirés deviennent une seconde peau. C'était notre forteresse, avec vue sur un mur de briques, ironise Loïc, évoquant ces matins où le café-filtre embaume l'air, ponctué de discussions sur les actualités queer mondiales. Les défis quotidiens s'accumulent comme des nuages bas. Les sorties publiques exigent une chorégraphie invisible. Elles voyagent séparément en métro, se rejoignent dans des parcs anonymes comme le But-Chaumont, où les sentiers ombragés offrent un semblant d'anonymat. Camille, habituée à une visibilité militante, adapte son style. Adieu aux tenues excentriques, placées à des jeans neutres et casquettes basses. Loi, de son côté, perfectionne l'art de la diversion. Un appel fin à une amie productrice pour justifier une absence prolongée d'un tournage. Chaque dîner devenait une opération commando, confie-t-elle, décrivant une soirée au cinéma indépendante où elles s'asseyent à des rangs différents, échangeant des regards complices à travers l'obscurité. La pression médiatique s'intensifie avec la notoriété croissante de Loi. Un tabloïd, flairant le scandale, publie un diptyque. Une photo d'elle à un festival de courts-métrages, suivi d'un zoom sur un geste anodin, la main de Camille effleurant le bras de Loi. L'article, titré « Le secret de l'héritière de Mortel », insinue une passion interdite sans preuve tangible. Les réseaux s'embrasent, hashtags comme « Esch Lois out » ou « Leave Lois alone » divisent les fans, entre soutien fervent et trolls homophobes. Loi reçoit des messages privés ambigus, félicitations pour son courage, ou menaces voilées de révélations. Camille, plus exposée par son passé militant, fait face à des commentaires sur ses anciens posts Instagram, déterrés pour alimenter les théories. C'était comme si notre amour était un puzzle à assembler pour le grand public, analyse Loïc, soulignant comment cette surveillance transforme